Bonjour à tous. Donc, puisque tout le monde s'est présenté, je vais le faire aussi. Donc, moi, je suis côté recherche. Donc, je suis directrice de recherche au CNRS en sociologie, sciences politiques et histoire. Et Louis est sociologue, postdoctorant à l'Institut des sciences sociales et politiques. Donc voilà, on va vous présenter un travail en cours, pour le plaisir de vous le présenter, mais aussi parce qu'on est heureux de pouvoir profiter de cette opportunité pour que vous nous signaliez éventuellement vos envies d'y participer, puisque ça concerne en fait une sorte de méta-analyse de certaines des choses qui ont été présentées, et je pense d'autres qui sont gérées ou mises en place par certaines des personnes dans l'auditoire. Notamment pour le cas belge qui vient d'être présenté, je me souviens avoir entendu à une journée de l'Institut national du patrimoine une présentation détaillée de cette initiative, et en réécoutant là, je me disais qu'on pourrait effectivement inclure la Belgique dans notre scope, même si le projet pour l'instant n'est que sur la France, mais je pense que ce serait intéressant éventuellement d'avoir cet élément de comparaison, notamment parce que les structures justement administratives, politiques, etc. sont différentes. Donc voilà, Archicovid, c'est le nom de notre projet ANR. Je vais présenter tout à l'heure les personnes qui font partie de cette équipe. Il s'agit d'un projet en plusieurs étapes. Moi, je vais d'abord intervenir pour présenter l'origine du projet et les principales questions, et ensuite Louis, qui est donc la cheville ouvrière principale de ce projet, va présenter ce qu'on a fait jusqu'à présent et les étapes à venir. Donc, l'origine de ce projet, il en a été déjà question, par exemple dans l'exemple du dépôt illégal du web, à quel point la question des attentats a pu être structurante en amont dans certaines nouvelles initiatives, nouvelles pratiques professionnelles. Donc là, je vais passer très vite parce que c'est un travail personnel qui a pris beaucoup de temps chez moi. Donc moi, je suis d'abord et avant tout sociologue de la mémoire, et j'habite boulevard Voltaire, donc en face du Bataclan. Et donc, suite au 13 novembre, je me suis intéressée à la transformation de mon espace public. En tant que sociologue, j'ai tenu un blog qui est devenu un livre personnel, etc. Bon, ça, c'est un autre sujet. Et puis, dans ce travail ethnographique, j'ai rencontré la question de l'archivage. Donc, c'est devenu un projet sans financement, mais un projet intellectuel collectif entre un groupe de chercheurs et un groupe d'archivistes. Donc ça, c'est important parce que c'est aussi au cœur du projet Archicovid, c'est-à-dire un travail en commun et, je pense et j'espère, cumulatif entre ces communautés professionnelles. Et ce qui m'a intéressée à l'époque, c'était de regarder l'espace public dans lequel j'habitais différemment. Et puis me questionner sur finalement qu'est-ce qui est une trace de l'événement dans mon espace public ou pas. Et donc en faisant ça, j'ai travaillé main dans la main avec Guillaume Naon et les archives de Paris, que je connaissais par ailleurs en tant qu'historienne de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on travaille sur leur fonds depuis un certain temps. Et on a monté ce travail en commun entre archivistes et chercheurs sur faire une histoire immédiate de la constitution de ce fonds, qui est donc aujourd'hui un fonds que vous devez connaître, et qui est donc répertorié, dont cette histoire est étudiée dans ce livre avec des contributions, dont une de Guillaume Naon. Donc là, l'idée, c'était de comprendre comment ces archives, enfin pas ces archives, au début je les appelais des choses, les archives de Paris leur ont donné un terme qui sont les hommages aux victimes. Ils sont d'accord pour dire aujourd'hui que ça recoupe pas du tout la diversité de ces matériaux, mais c'est leur nom officiel. Comment ce fonds a été constitué. Donc suite à ça, voilà, j'ai eu donc une pratique d'une manière de regarder l'espace public. Il se trouve que comme tout le monde, après mars, je suis sortie dans mon heure autorisée, et j'ai, avec ce regard en fait, cette façon de regarder les traces des événements dans l'espace public. Donc là, j'ai mis un exemple, c'est un restaurant à côté de chez moi où on voyait comment des écrits sur le même endroit portaient trace d'un événement passé qui avait marqué, qui marque encore beaucoup le quartier, et d'un événement en cours qui venait d'arriver, voilà. Et donc j'ai commencé à me dire, c'est incroyable tous ces mots que les gens prennent la peine de mettre à leur vitrine,
en tant que professionnels, à leur balcon, sur le mobilier urbain, etc. J'aimerais bien pouvoir l'étudier. Là, c'était vraiment d'un point de vue sociologie politique, comment les gens disent le confinement, comment les gens qualifient l'événement. C'était pas forcément d'un point de vue mémoriel, de mon point de vue à moi. Mais pour faire la recherche, j'avais besoin de matériaux, comme tout chercheur. J'ai changé depuis un certain temps déjà avec une chercheuse, professeure des universités à Nanterre en sciences de l'information et de la communication, qui s'appelle Marta Severo, et qui travaille justement sur le patrimoine collaboratif, qui était devenue une amie, donc toutes les deux, depuis nos appartements avec nos enfants dans les pattes, on s'est appelés, on s'est dit, ben voilà, j'ai dit à Marta, moi j'aimerais bien collecter ces mots du confinement dans l'espace public, c'est comme ça qu'on a appelé ce qu'on voulait collecter. Comment on pourrait faire? Donc c'est comme ça qu'est né un projet que, de mon point de vue, je ne considérais pas comme un projet mémoriel. On pourra en rediscuter, mais vraiment un projet de collecte de matériaux qu'on a appelé, pour pas forcément des bonnes raisons, mais c'est comme ça qu'on l'a appelé au départ, Vitrine en confinement, et qui est donc un projet de recherche sur lequel je vais revenir. On a utilisé des outils divers pour inciter des gens à prendre des photos de ces mots dans l'espace public et les partager avec nous en donnant la localisation de ces mots. Donc depuis, on en a fait un traitement exhaustif, enfin quasi exhaustif, dans Omeka. Donc c'est ce que vous voyez là, donc c'est bien sûr gratuit, tout le monde peut utiliser. Enfin, voilà, hein. On a construit une archive finalement, un fonds d'archives, nous toutes les deux. Hein. Voilà, donc ça s'appelle Vitrine en confinement. Donc vous avez, c'est trop long à expliquer, mais il y a tous les enjeux que tu expliquais tout à l'heure sur la durée, quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on finit, tout ça, c'est des problématiques qu'on a eues. Comme c'était collaboratif, on a choisi de laisser la communauté qui s'est formée, je vais y revenir, décider de quel moment il fallait participer ou pas, et quand s'arrêter. Pour l'instant, les différentes plateformes sont encore ouvertes. Pour faire ça, on a utilisé plusieurs outils. Un site collaboratif qui s'appelle GoGoCarto, qui est donc basé sur la localisation du partage d'informations, qui vient plutôt du monde de l'environnement, tout ce qui est alternatif d'un point de vue bio, etc. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, mais bon, ce monde-là. On a utilisé Facebook, Twitter et Instagram. Donc Twitter et Instagram, ça n'a pas du tout marché. Et ce qui a marché, c'est notre page web Facebook et GoGoCarto. Voilà, finalement c'est une assez grosse communauté de personnes qui s'est formée puisqu'il y a 1500 personnes qui participent au groupe Facebook et on a près de 4000 images pour la France et 1500 images pour l'Italie. Oui, je n'ai pas expliqué, ça a été ouvert partout en 3 langues, et Marta est italienne, ça a marché surtout pour la France et l'Italie, avec une répartition bien sûr inégale par territoire, etc. Mais bon, c'est pas du tout le cœur du projet qu'on présente aujourd'hui, c'est pour vous expliquer. Donc moi, comme je fais de la sociologie de la science politique et que Marta s'intéresse à la participation, on a fait un questionnaire sur les participants au projet Vitrine. Ce qui nous intéressait, c'était de comprendre finalement pourquoi les gens y participaient, quel sens y donnaient, qui étaient ces gens, etc. Donc bon, ça c'est des petits résultats. Donc en fait, les gens qui y participent, sans surprise, ils correspondent au cadre, enfin sans surprise, mais c'est quand même intéressant, ils correspondent au cadre que nous on a créé, c'est-à-dire que nous on est des femmes, de cette tranche d'âge, donc 35 à 49 ans, sans vouloir diffuser l'âge de Marta, et on est bac plus un certain nombre d'années. Donc voilà, c'était intéressant pour nous de nous questionner par rapport à ça. On a fait un petit article dans la revue d'histoire culturelle qui est sur Open Edition. On posait aussi des questions sur le sens de cette pratique, etc. Donc on s'est commencé à s'intéresser sur la pratique sociale de participation à ces collectes. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'est né le projet Archicovid. L'idée étant pour nous de faire un travail au croisement d'une sociologie politique de la mémoire et d'une étude du patrimoine participatif,
mais aussi d'une sociologie des professions. Donc ça c'est le titre exact d'Archicovid. Donc vous voyez, des archives résilientes, point d'interrogation, dynamique sociale et logique professionnelle à l'origine de la collecte des traces de la pandémie en France. Donc l'idée c'est, d'étudier, donc déjà de faire un répertoire précis, circonstancié, indexé de toutes ces initiatives qui ont été portées par des acteurs très différents, avec à ce niveau-là un focus quand même sur les professionnels du patrimoine, donc les archives et les musées. Deuxièmement, donc ça c'est d'en faire un répertoire. Deuxièmement, et ça, les modalités, Louis va les préciser, de travailler avec cette communauté pour comprendre comment, par quels outils, quelle logique, quelle vision, donc un peu ce que tu viens de faire dans ta présentation, en sont venus à développer ces collectes. Ça c'est un premier pôle. Et le deuxième pôle, c'est s'intéresser aux gens qui ont participé à ces collectes, faire une sociologie de ces gens, et ensuite faire un certain nombre d'entretiens avec ces gens pour essayer de comprendre le sens qu'ils ont pu lui donner, et en essayant de mettre ça dans le cadre général de la population française, mais Louis va y revenir. Voilà, donc c'est un projet interdisciplinaire, je vais y revenir, et c'est sur la France, mais à terme, on aimerait, et on a plusieurs collaborateurs qui vont arriver par d'autres biais à partir de janvier, s'intéresser à d'autres configuration nationale. Donc je le disais en introduction, la Belgique pourrait en être une, mais on va aussi travailler bien sûr sur l'Italie. Voilà, avant de passer la parole à Louis pour qu'il vous explique les premières étapes de ce travail, qui est donc toujours en construction, et qui, donc l'ANR est une ANR flash, donc ça s'arrête au 31 août, et on espère pouvoir élargir ces réflexions sur le dépôt légal du web, puisqu'on a déposé un projet de recherche avec la BNF, et l'INA et l'Institut national du patrimoine, pour un appel LABEX sur la dimension web. Donc, ce que je disais sur le rapprochement entre des communautés professionnelles différentes, donc ça c'est l'équipe que vous voyez sur l'écran de l'ANR, et donc François Prétraz-Zoller des Archives des Vosges, dont il était question tout à l'heure, fait partie pour un cas d'archives, et l'équipe du MUSEM qui a créé une collecte d'objets physiques, mais éditorialisés, avec un processus de curating, fait aussi partie du projet, et Christian Autain avec l'idée aussi de sensibiliser la nouvelle promotion de l'INP à ces problématiques. Voilà, et bien sûr Claire fait aussi partie de l'équipe, mais tout le monde voit la liste. Et je vais te passer la parole. D'accord, merci beaucoup Sarah. Bonjour à tous et à toutes, bonjour à tous les petits cercles de couleurs a priori qui nous regardent depuis chez eux. Donc moi je suis arrivé, Sarah l'a dit, depuis septembre sur le projet Archicovid. Je suis sociologue, j'ai fait une thèse de sociologie. Au départ je m'intéresse aux pratiques professionnelles des universitaires plus que des archivistes, mais voilà, il y a malgré tout je pense des liens un petit peu à tracer entre les deux. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est un peu les deux premiers volets de l'enquête Archicovid, qui est une enquête quand même assez large, qui en comporte plusieurs. Donc, Sarah l'a dit, à la fois d'un point de vue quantitatif, le but c'est d'avoir quand même des statistiques et des chiffres, et qualitatif, de faire des entretiens avec des professionnels des archives et des contributeurs et contributrices pour mieux comprendre un petit peu le sens donné aux collectes. Aujourd'hui, ce que je vais présenter, dans un premier temps, c'est les résultats de l'enquête 2021 du CREDOC sur laquelle je vais revenir, et un peu présenter le questionnaire qu'on va diffuser normalement cette semaine, je touche du bois, à tous les professionnels d'archives et de musées. Ça coupe un petit peu, mais ça va, c'est pas grave. Donc la première étape du projet Archicovid, c'est qu'on a inséré un module de questions dans l'enquête 2021 du CREDOC. Donc le CREDOC, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. C'est un centre qui, depuis 1978, si je ne dis pas de bêtises, fait une enquête qui s'appelle Conditions de vie et aspirations des Français, une enquête annuelle qui est faite par 3 vagues par an, qui revient à la fois sur les conditions de vie d'un point de vue très concret et matériel, c'est-à-dire les niveaux de revenus, le logement, le type de logement, etc., etc., et les aspirations, c'est-à-dire davantage des questions ayant trait à l'opinion politique, par exemple, religieuse, éthique, ou ce genre de choses. Et au sein de ces enquêtes-là, il est possible d'insérer des questions, d'insérer des modules de questions pour des projets de recherche particuliers. Dans la version 2021, donc Archicovid a inséré une série de questions en lien avec ce qui nous intéresse. Ces questions, c'est celles que j'ai listées. La première d'entre elles, c'était de savoir si
Depuis le début du premier confinement en mars 2020, avez-vous essayé de garder la mémoire de cette période? Quel est le type d'items conservés pour celles et ceux qui ont dit oui, des photos, des documents, etc. À qui ils avaient destiné ces items, ou ces objets. On a demandé également aux individus s'ils avaient entendu parler des initiatives de collecte ou non, s'ils se sentaient prêts et prêtes à confier ces documents, etc. etc. Je ne l'ai pas précisé, mais les enquêtes du CREDOC, leur intérêt, c'est qu'elles sont diffusées à la population dite générale, avec un échantillon qui est quand même de 3040 personnes, pour celle-ci, je crois, donc qui est jugé représentatif de la population générale. De toute façon, ils font des redressements, il y a des pondérations, etc., pour les rendre les plus proches possibles de l'ensemble des Français. Le seul petit biais peut-être éventuel, c'est qu'elles sont diffusées maintenant par Internet depuis quelques années, même si eux estiment que ça change peu les réponses. On sait que sur les questions d'opinion, par exemple, ça peut quand même avoir quelques effets, quelques impacts. Il y a généralement plus d'opinions d'extrême droite, par exemple, sur Internet, enfin, dans les questionnaires par Internet que dans les questionnaires diffusés. On a obtenu donc les résultats il y a quelques semaines, si je ne dis pas de bêtises, fin novembre, je crois. Donc je vais vous présenter un petit peu les premiers résultats de cette enquête et de ces questions-là. La première chose qui est intéressante, et un peu surprenante peut-être, en tout cas, moi je ne m'y attendais pas autant, à la question de savoir si les individus ont conservé eux-mêmes ou par eux-mêmes des traces de la pandémie et du confinement, ou s'ils ont voulu le faire. On a quand même une pratique donc d'autocollecte en quelque sorte, collecte personnelle, je ne sais pas comment l'appeler exactement, qui est assez largement répandue, puisqu'on voit que 23,2% des gens ont répondu oui, et 20,4% ont dit oui au début, j'ai conservé des traces, mais j'ai finalement renoncé à cette idée. Donc on est quand même en tout sur 43,6% de la population qui, à un moment donné, a au moins commencé à conserver des traces de la pandémie et du confinement. Donc c'est quand même quelque chose d'assez largement répandu. Lorsque l'on regarde un peu quel type d'items, d'objets, de choses, pour reprendre ta terminologie, ont été conservés, on voit que ce qui vient en tête, c'est la conservation de documents. Donc il y avait dans le questionnaire, il y avait des exemples entre parenthèses. C'était par exemple des documents plus ou moins symboliques de la période, ou l'attestation de sortie, vous en avez diffusé une tout à l'heure, ce genre de choses. On trouve également, à même niveau, la prise de photographie ou de films, la réalisation de films souvenirs, et le fait de mettre de côté certains objets emblématiques, jugés emblématiques ou symboliques de la période pour les conserver en souvenir, comme par exemple des masques, des petites bouteilles de gel hydroalcoolique, ou des grosses bouteilles éventuellement si vous vous lavez beaucoup les mains. Et en dernier lieu, l'écriture du récit de sa vie, le fait d'avoir tenu un journal de confinement, etc. Dans le questionnaire, il y avait une option autre, je ne l'ai pas affichée ici, parce qu'en fait elle a donné assez peu de choses. Les seuls autres qui ressortent de manière un peu récurrente ou régulière, c'est le fait d'avoir conservé des tableaux Excel par exemple, ou de ce genre de fichiers numériques, c'est-à-dire des gens qui ont eux-mêmes tenu en quelque sorte un journal de bord, des nombres de cas, qui ont repris les éléments et les infos pour les avoir. Donc je l'ai dit, on a une pratique de collecte personnelle qui est assez largement répandue. Quand on regarde un peu dans le détail, elle est, disons, inégalement distribuée au sein de la population, c'est-à-dire que cette collecte personnelle n'est pas le fait de tous et toutes de la même façon. Le premier facteur, qui est très marquant, très discriminant en quelque sorte, c'est l'âge. C'est-à-dire qu'on se rend compte, en tout cas dans l'enquête du CREDOC, que l'initiative, l'autocollecte, est surtout le fait des plus jeunes, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui ont moins de 25 ou 25 à 39. Et quand on regarde en fait surtout la case non, on voit que le pourcentage, le taux de non augmente graduellement au fur et à mesure qu'on monte dans la pyramide des âges. Je spoil un peu la suite là aussi, mais l'âge, ça a été le facteur différenciant le plus important, le plus majeur. J'y reviendrai après, je pense qu'il y a des hypothèses assez logiques entre guillemets à tenir, mais voilà, il faut quand même noter. Ce sont davantage des gens jeunes qui ont répondu oui. Même si ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a un décrochage au niveau 40 à 59 entre au début et le oui. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes plus âgées, tendanciellement, ont un petit peu plus tenu leur collecte jusqu'au bout aussi. Il y a également des différences selon le niveau de diplôme et la profession, la catégorie socio-professionnelle, même si c'est un petit peu plus compliqué à lire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation stricte. Par exemple, c'est pas plus on monte dans le niveau de diplôme, dans la hiérarchie sociale, enfin dans la hiérarchie des professions, plus on trouve de oui ou autre. C'est un peu plus compliqué que ça. On voit quand même que le fait d'avoir, les gens qui ont répondu à avoir aucun diplôme ont généralement moins collecté, même en contrôlant évidemment l'effet de l'âge. Voilà, c'est une évidence sociologique, mais évidemment parmi les 70 ans et plus, il y a plus de gens sans diplôme, et ce n'avait pas le même sens que chez les jeunes. Mais même en contrôlant cette variable, on voit que le fait d'avoir aucun diplôme, on trouve malgré tout moins de collecteurs. Et parmi, alors j'ai mis Bac+3 et plus, parce que
c'était dans le CREDOC, la modalité de diplôme la plus élevée, il y a plus de oui, c'est-à-dire de oui qui ont tenu la collecte jusqu'au bout. De la même manière, quand on regarde les professions, c'est intéressant, les commerçants sont nettement surreprésentés parmi celles et ceux qui ont conservé des traces. Donc, une catégorie qui a quand même été exposée d'une manière assez spécifique au coronavirus, enfin au confinement ou autre. Donc certains ont quand même continué à travailler. Voilà, il y aurait probablement une enquête à faire assez intéressante, je pense, auprès des commerçants et de leur rapport à la pandémie. De la même manière que cette pratique de collecte est inégalement distribuée, tout le monde ne collecte pas la même chose pour les mêmes effets. Ça, c'est ce que j'ai dit. Qui collecte quoi pour qui? C'est-à-dire que quand on regarde ensuite par rapport aux différents objets dont j'ai parlé précédemment, qui conserve quoi, qui a voulu conserver quoi, là encore on trouve des différences évidemment assez classiques au fond, c'est-à-dire que les retraités qui ont gardé des traces ont davantage conservé des documents par exemple, puisque même si j'ai dit que l'âge était un facteur important, il ne faut quand même pas non plus négliger le fait que parmi les 70 ans et plus par exemple, on est quand même à plus de 30% de gens qui ont conservé. Donc même si l'âge évidemment est discriminant, la pratique de collecte reste quand même largement répandue, même parmi les personnes les plus âgées. Les retraités qui l'ont fait ont surtout gardé des traces, des documents. Les élèves et étudiants, ainsi que les profs des écoles, font et conservent des photos et des films. C'est là où je disais, voilà, il y a probablement des analyses sociologiques assez classiques, assez simples à faire, mais malgré tout intéressantes. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'au fond, chez ces gens jeunes, les pratiques, ces pratiques-là, ce type de pratiques préexistaient évidemment à la pandémie, c'est-à-dire le fait de documenter sa vie un peu plus à travers des photos et des films, ou ce genre de choses. Vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a plus vraiment de correspondance aujourd'hui, mais il y a Snapchat, il y a TikTok, il y a Instagram malgré tout, qui préexistaient à la pandémie. Probablement que si les jeunes apparaissent de manière aussi forte par rapport aux plus âgés dans le questionnaire, c'est parce qu'au fond, ces pratiques préexistaient aussi à la pandémie. Quoi. Voilà, le fait de se mettre en récit, se mettre en scène, de faire des petits films sur sa vie, des petites choses à partager. Moi j'ai eu un cas un peu sous les yeux avec ma petite sœur qui a fait des secondes du jour pendant tout le confinement, c'est-à-dire qu'elle filmait 1 seconde par jour, et à la fin de la pandémie, elle a fait un film avec une musique par-dessus, donc elle a posté sur YouTube, où ça faisait une espèce de, voilà, un accéléré du confinement en 10 minutes. Elle s'est pas découvert une passion soudaine pour les petites vidéos au cours de la pandémie, elle avait déjà des échanges, ce type d'échange avec ses amis avant. J'ai mis les profs de l'école, ça m'a fait sourire, parce que ça rejoint certaines recherches actuelles en sociologie, notamment un livre de Géraldine Farge sur les professeurs des écoles, qui montre que certains ont de plus en plus de pratiques juvéniles, c'est-à-dire proches en fait, de celles de leurs élèves et étudiants, notamment pour s'en rapprocher et pour s'en servir comme support pédagogique. Et là, voilà, le fait qu'ils ressortent quand même de façon assez nette, les instituts et les profs des écoles dans ce genre de pratiques, je me suis dit, voilà, ça rejoint un peu tout ça, c'est-à-dire qu'au fond, pour garder un contact aussi en lien peut-être avec leurs élèves, on les trouve là. Les récits de vie, enfin, sont davantage le fait donc, de classes moyennes supérieures diplômées, et particulièrement des femmes. J'ai encore là un rapport à l'écrit qui est probablement socialement différencié au sein de la population, et c'est pas forcément évident, entre guillemets, pour tout le monde, d'avoir recours à ça. J'ai pas mis les objets parce que pour le coup, les objets sont assez bien répartis. Le fait d'avoir voulu conserver les objets symboliques, il n'y a pas tellement de clivage en termes d'âge ou en termes de classe sociale ou de groupe social ou géographique. Les objets, ça semble être un peu voilà, un objet omnibus, enfin une pratique un peu omnibus au sein de la population. On avait également posé une série de questions, c'est-à-dire demander à chaque fois pourquoi conserver, en quelque sorte, c'est-à-dire plutôt pour qui, pour quel usage. Et il y avait des options type pour son pays, pour son quartier, pour sa ville, etc., qui ont été très peu choisies. En fait, de manière générale, ce qu'on a remarqué, en tout cas parmi ceux qui ont répondu, c'est que on s'invente avant tout pour soi-même et pour sa famille. C'est un peu l'idée de créer ses propres archives, en quelque sorte, créer son propre support de mémoire de sa vie et du confinement, ainsi que pour sa famille. Parfois pour les réseaux sociaux et pour ses amis. Alors dans ces cas-là, c'est aussi évidemment le fait des jeunes, et c'est aussi peut-être le fait des gens qui n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire que quand on n'a pas peut-être de famille pour laquelle conserver, on est davantage enclin à le faire pour ses réseaux sociaux ou pour ses amis. J'ai pas mis ici, parce que sinon j'allais prendre trop de temps, les autres questions sur le rapport au mémorial, au fait d'être réuni ou déposé dans une institution, etc.
Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ça, voilà. À quoi nous sert un peu cette enquête? Ça sert à avoir un premier petit cadre, on va dire, sur une population générale qui peut ensuite être comparée éventuellement à celles et ceux qui ont répondu aux demandes des centres d'archives et aux centres d'archives. On peut estimer que ce n'est pas tout à fait la même. Voilà. Tout à l'heure, vous avez insisté, vous, par exemple, sur les retraités qui ont pu participer. Il y a peut-être plus de retraités, voilà, le rapport au centre d'archives et aux institutions n'est peut-être pas tout à fait le même que celles et ceux qui ont répondu, enfin, qui ont fait des collectes strictement personnelles pour eux-mêmes ou pour leur famille. L'idée de ces données, c'est de pouvoir les partager avec la communauté qu'on forme tous ici, pour situer éventuellement les collectes locales et spécifiques dans le paysage plus global de la population française. Dans un second temps, donc, on a rédigé et bientôt diffusé un questionnaire auprès des archivistes, principalement, mais également auprès d'autres organisations ayant mis en place des collectes. Donc il y a quelques musées, quelques associations, etc. On poursuit là un triple objectif, mais en fait Sarah l'a déjà un peu dit tout à l'heure. D'abord établir un répertoire des collectes et le mettre en ligne sur archicovid.humanum.fr. L'idée c'est qu'on va bien pouvoir cartographier un peu l'ensemble des collectes qui ont été faites en France à propos de la pandémie. Est-ce qu'il existe des vides, par exemple, des zones, des régions moins collectantes, entre guillemets, que d'autres? Étudier la mise en place des collectes et leur insertion ou non dans le travail quotidien des archivistes, comment ça s'est fait, vous l'avez dit, par rapport au télétravail, ce genre de choses. Est-ce que ça nécessite des nouvelles pratiques professionnelles, des nouvelles compétences? Est-ce qu'il a fallu, par exemple, j'y reviendrai après. Et comprendre les objectifs de ces collectes pour ensuite les mettre en rapport avec les motivations des contributeurs. Là, je vais en reparler. La première étape, c'est de faire un répertoire des collectes. Moi, j'ai déjà fait une espèce de recherche assez simple à base de requêtes Google, mais de manière systématique, pour essayer d'établir un première petite recension de l'ensemble des collectes mises. Alors, elle n'a absolument pas vocation à être exhaustive, c'était simplement pour guider un peu la recherche. J'ai trouvé 85 centres d'archives qui ont fait des collectes, 25 départementales, 60 municipales, avec des départements et des villes de taille extrêmement diverses, à la fois des grandes villes et à la fois des toutes petites villes parfois, qui ne comptent pas plus d'un ou deux archivistes, par exemple, à temps plein dans leur centre, qui l'ont tout de même fait. J'ai trouvé aussi un ensemble d'associations, quelques bibliothèques médiathèques, quelques musées. Alors les associations, j'en parlais tout à l'heure, c'est pas forcément n'importe lesquelles. Typiquement l'APA, l'association pour l'autobiographie, s'est saisie un peu de l'occasion, entre guillemets, pour ouvrir un blog de journaux du confinement. Les associations de quartier, aussi beaucoup, etc. Quelques initiatives qui semblent émaner plutôt du monde privé ou d'entreprises marchandes, de manière un peu plus floue. Il y a un site qui s'appelle Culture Périgord, qui normalement est un site qui d'habitude met en avant plutôt des espèces de bons plans touristiques ou ce genre de choses, donc avec des liens sponsorisés, qui sur le site a décidé cette fois-ci de lancer malgré tout une espèce d'appel à collecte, donc ce genre de choses un peu disparates. Mais on trouve quand même en premier lieu beaucoup de centres d'archives, disons d'institutions publiques pour ces collectes. Donc le but, je l'ai dit, c'est de pouvoir lister et cartographier les initiatives, de pouvoir faire un répertoire qui recense à la fois les différentes couvertures géographiques, les différentes couvertures temporelles, les moyens utilisés pour recueillir les dépôts. Vous l'avez dit, vous par exemple, vous avez fait surtout du numérique, en tout cas des formats dématérialisés. Est-ce que certains centres ont quand même ont surtout accès à ça sur des dépôts un peu plus physiques et comment, etc. Est-ce qu'il y a des publics spécifiques qui ont été ciblés ou non, etc. Oui, je ne l'ai pas dit, il y a aussi par exemple quelques archives diocésaines qui ont lancé des appels à témoignages, en ciblant par exemple parfois précisément des personnes plutôt âgées et seules, en les incitant à témoigner. Le deuxième enjeu, je l'ai dit, c'est d'essayer de travailler un peu, de s'intéresser un peu aux pratiques professionnelles des archivistes. Qu'est-ce que ça change ou non dans leur travail, comment ça s'est fait. Il y a quand même une chose qui peut paraître évidente, mais qui sociologiquement pose question, c'est-à-dire une initiative qui au départ est complètement décentralisée, qui émane du centre d'archives des Vosges, et qui pourtant a été assez largement adoptée, alors avec des temporalités différentes, etc. Mais voilà, ne serait-ce que comprendre pourquoi est-ce que ça a semblé être une bonne idée à autant de centres d'archives en France. Quelles sont les motivations derrière, comment ça s'est fait avec le télétravail, est-ce qu'il a fallu prendre des conseils juridiques, par exemple, ou non, pour savoir comment caractériser ces archives. Vous l'avez dit là aussi tout à l'heure, entre archives publiques, archives privées, quel statut on leur donne, comment on fait, quel type de documents on fait remplir, enfin, c'est pas forcément évident, ça je me dis, pour tous les centres d'archives et pour tous les archivistes, d'avoir ces compétences-là. Voilà, essayer de comprendre comment est-ce qu'une pratique telle que celle-ci a pu être massivement mise en place et massivement adoptée. Est-ce que les centres qui l'ont fait, enfin, ce sont des centres qui avaient déjà fait ce genre de collecte, participer à la grande collecte ou à d'autres collectes un peu exceptionnelles ou non, ou est-ce que c'était nouveau pour eux, etc.
Et enfin, donc, quels sont les objectifs un peu de ces collectes et les motivations des contributeurs? Dans les appels à collecte que j'ai pu lire, il y a quand même souvent, et souvent mis en avant, l'idée de participer un peu à l'histoire, au travail des historiens du futur, aider les historiens du futur. Est-ce que cette ambition-là, cette idée-là, on la retrouve de la même façon, par exemple, déjà chez tout le monde, et surtout chez les contributeurs et contributrices? C'est-à-dire que est-ce que celles et ceux qui ont mis leurs documents en ligne, enfin qui ont envoyé leurs documents, l'ont fait avec comme idée de participer à l'histoire de demain, par exemple, ou est-ce qu'il y a d'autres motivations, d'autres idées? Quels sont les ressorts, donc je l'ai mis, de cet acte désintéressé, parce que c'est quand même malgré tout un acte désintéressé que de confier ce genre de production à un centre d'archives. On n'a rien, entre guillemets, à y gagner, ni d'un point de vue monétaire, et rarement d'un point de vue symbolique, probablement. Donc pourquoi? Est-ce qu'il y a un alignement des discours ou non entre les centres d'archives et les contributeurs? Comment est-ce qu'on peut les réconcilier ou s'entendre sur ces questions-là? Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, par exemple, pour le Val-de-Marne, a priori, la question du lien social est devenue quasiment aussi importante, voire plus importante, que la question strictement des archives ou de l'histoire, ou en tout cas a pris une place importante. Donc c'est ce genre de choses qu'on aimerait pouvoir maintenant étudier. Ce questionnaire sera diffusé normalement, donc je l'ai dit cette semaine, si tout va bien. Au pire, on coupera ça au montage de la vidéo qui sera diffusée, de l'intervention si les choses se passent mal. Là, on bénéficie quand même aussi, on a la chance de bénéficier du réseau de l'INP. Donc normalement, ça sera assez largement diffusé au centre d'archives. On espère que les réponses seront assez nombreuses. Voilà, merci. Je voulais juste apporter un point pour l'avenir. Donc là, on est en train de faire la première phase de l'enquête, donc le questionnaire auprès des centres d'archives, donc des professionnels. Et je dis parce que là, c'était un très bon exemple pour le Val-de-Marne. Dans un second temps, et on est en train de le finaliser, c'est à chaque fois des questionnaires Lime Survey. L'idée, c'est de construire un questionnaire pour les contributeurs et de s'associer avec les différents centres d'archives pour qu'ils se fassent le relais de ce questionnaire, bien sûr en ayant la garantie de pouvoir eux-mêmes utiliser les propres données qu'on va produire en coopération avec eux, auprès des gens qui ont contribué aux collectes. Donc le même problème qui a été évoqué tout à l'heure sur les 200, mais il y en a 19 qui sont plus joignables, si je me souviens bien des chiffres, etc., se posera évidemment, mais l'idée, voilà, c'est pouvoir, en gros, de construire un rapport de partenariat avec les différents centres d'archives pour pouvoir, pas forcément pour tous, mais le plus possible, administrer le second questionnaire qu'on est en train de finaliser, dans sa version bêta, auprès des contributeurs, notamment avec l'idée de comparer les résultats de ce questionnaire avec l'enquête CREDOC qui vous a été présentée, pour voir en fait aussi qu'est-ce que le cadre archivistique fait à ce type de mise en mémoire. Et puis, dans un dernier temps, la réalisation d'entretiens auprès de ces contributeurs, comme il y aura auprès de volontaires des entretiens qui vont commencer bientôt, auprès des archivistes et des communautés professionnelles qui ont participé à cette grande collecte. Voilà. J'ai une question. Oui. Parce que moi, j'ai eu vent de ce qu'avait fait Perle d'Histoire, que vous connaissez peut-être. Oui, bien sûr, ils étaient à la journée de l'INP. Oui, je sais qu'elle est intervenue, ouais. Pauline, et c'est vrai que les cibles, la cible entreprise, bon, qui est toujours un peu le parent pauvre de l'histoire, ouais. C'est un peu compliqué, hein, toujours ça. C'est intéressant de voir justement comment la personnalité évidemment de celui qui fait la collecte va permettre d'aborder des thématiques qui sont souvent pas forcément abordées par ailleurs. Ouais. Donc du coup, c'est un exemple, à mon avis, unique de collecte. Mais ça, c'est pour ça qu'on a décidé, parce que c'était trop compliqué au début, on avait une vision omnisciente, comme toujours quand on fait de la recherche, on rêverait d'être la tête de tout le monde. Hein. C'est le fantasme du chercheur. Donc on était parti sur comprendre l'ensemble du champ des collectes, etc. Mais on s'est dit, c'est que pour 1 an pour l'instant, même si on espère obtenir d'autres financements. Donc on a laissé de côté tout ce qui est la collecte du web, les archives du web, sur lesquelles on voudrait travailler prochainement. Et pour ce qui est du cœur d'Archicovid, on s'est dit, on ne peut pas s'intéresser à toutes les pratiques professionnelles. Donc on va se centrer sur les centres d'archives, parce que c'est quand même quelque chose de massif. Mais par contre, on a identifié certains cas atypiques, et donc Perle d'Histoire et le musée du travail avec lequel ils sont en partenariat, fait partie des cas atypiques sur lesquels on va faire des mini-monographies. Surtout qu'ils avaient expliqué dans la journée
Donc tu y étais aussi à la Non, journée. mais j'ai Voilà. pas parlé. Mais donc dans la présentation qu'ils faisaient à cette journée d'études où il y avait aussi les équipes du projet belge et tout ça, ils avaient expliqué qu'au départ ils voulaient collecter le vécu du Covid et du confinement dans plusieurs entreprises, mais à plein de hiérarchies. Et puis de l'ouvrier de base au PDG. Mais que pour des raisons pratiques, etc., finalement, ils avaient dû changer leur fusil d'épaule et donc ils étaient partis sur plutôt les dirigeants, pas forcément le PDG, mais les 4 dirigeants et la gestion du risque. Donc leur collecte a été réorientée. Et donc ce cheminement-là fait aussi partie de l'enquête, il est intéressant. Et il est important aussi parce que on sait très bien comment travaillent les historiens, et j'en fais partie. Je veux dire, dans 40 ans, dans 100 ans, quelqu'un voudra faire l'histoire du monde du travail sous le Covid. Et donc, il verra dans les archives du musée du travail, ben voilà, il y a un fonds d'histoire orale constitué par Perles d'Histoire. Donc, il est important aussi de pouvoir replacer le cadre social dans lequel ça a été produit pour qu'on, ben voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, en fait, c'est de la banale critique de sources. Mais dès lors que les sources font partie de projets aussi vastes et démultipliés, il est important, à mon sens, d'avoir un projet comme Archicovid qui puisse aider à reconstituer aussi le cadre général. Et voilà, donc c'est un peu ça, c'est un peu dense. Donc là, on va s'intéresser au projet Perles d'Histoire en tant qu'exemple tierce, quoi. Et on va en prendre une petite dizaine comme ça, en plus du focus sur les centres d'archives, parce que c'est quand même les acteurs principaux de ces initiatives de collecte.